Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Dans la vidéo précédente, on a appris à administrer une machine Linux à distance en utilisant un tunnel sécurisé à l'aide de SSH. Ceci nous a permis, par exemple, de se connecter à notre compte root en mode console sur notre serveur web et de modifier une page web hébergée sur ce serveur. Ce dernier est situé sur une zone démilitarisée séparée de notre réseau local pour des raisons de sécurité. L'accès depuis l'extérieur est autorisé vers la zone DMZ et interdit vers le réseau LAN. C'est le rôle de notre pare-feu d'appliquer ces règles de filtrage. Cependant, si je veux accéder au serveur FTP interne à l'entreprise ou au serveur web interne de type intranet par exemple, ou encore à une application réseau sur le segment LAN depuis une machine située sur internet, je ne vais pas les configurer tous comme des serveurs SSH. La solution, c'est d'étendre virtuellement le réseau local d'une façon sécurisée pour lutter contre le vol d'informations ou l'espionnage pour des clients situés sur Internet. Ceux-ci ne sont pas situés physiquement dans le réseau LAN de l'entreprise, mais ils le sont logiquement ou virtuellement à l'aide de ce qu'on appelle VPN ou Virtual Private Network. Donc, à la fin de cette vidéo, vous serez capable, par exemple, de pinguer des adresses réseau privées situées dans le réseau LAN à partir d'une machine distante ou un smartphone, par exemple, d'une façon sécurisée. Vous serez aussi capable d'accéder, par exemple, à un espace de stockage partagé ou à un serveur web interne, comme si vous étiez connecté physiquement au commutateur du réseau LAN. Mais aussi de connecter à Internet en passant par ce tunnel VPN. Ceci est très utile pour sécuriser la connexion à Internet, surtout si on se connecte depuis un réseau non sécurisé, comme un réseau Wi-Fi public par exemple. Aussi, ça permet de protéger l'identité et la position de l'internaute, ainsi que protéger le trafic des espions et des censeurs. Un réseau privé virtuel vous permet donc de traverser des réseaux non fiables en privé et en toute sécurité, comme si vous étiez sur un réseau privé. Il existe plusieurs protocoles VPN. On a choisi de travailler avec OpenVPN puisqu'il est rapide et offre une plus grande sécurité par rapport aux autres. Donc, la première étape, c'est qu'on va ajouter une machine. On a choisi qu'elle soit Ubuntu 16.04 au réseau LAN. Cette machine va jouer le rôle du serveur OpenVPN. Donc, on va modifier les paramètres au réseau de cette machine. Pour la connecter au réseau VMnet 1 de mode host only. Donc, connecter cette machine sur le commutateur du réseau LAN. Ensuite, on va modifier la configuration réseau. Donc, on va mettre une configuration manuelle pour ajouter l'adresse 192.168.10.3. La passerelle par défaut 192.168.10.1.
et le DNS 192.168.1.1. Donc pour cette machine, l'adresse est 192.168.10.3. La passerelle par défaut 192.168.10.1 et le serveur DNS c'est 192.168.1.1, l'adresse du modem ADSL. Et cette machine est connectée au réseau VMnet 1 du type host only. C'est config. Donc l'adresse c'est 192.168.10.3. On va effectuer un ping vers la machine www.google.com pour tester la connectivité Internet. Tout va bien. Pour commencer, nous allons installer OpenVPN sur notre serveur. OpenVPN est disponible dans les dépôts par défaut d'Ubuntu. Donc nous pouvons utiliser la commande apt-get pour l'installation. Nous installerons également le paquet EasyRSA, ce qui nous aidera à mettre en place une autorité de certification interne à utiliser avec notre VPN. Donc la commande c'est sudo apt-get install OpenVPN et EasyRSA. On va supprimer ce fichier de lock. Le logiciel nécessaire est maintenant installé sur le serveur et prêt à être configuré. OpenVPN est un VPN qui utilise le protocole TLS. Cela signifie qu'il utilise des certificats afin de chiffrer le trafic entre le serveur et les clients. Afin d'émettre des certificats de confiance, nous devons configurer notre propre autorité de certification. Pour commencer, nous pouvons copier le répertoire des templates EasyRSA dans notre répertoire personnel avec la commande mid-cd. OpenVPN CA. Maintenant, on va se placer dans ce répertoire pour commencer à configurer l'autorité de certification. On peut jeter un coup d'œil sur le contenu de ce répertoire avec la commande ls. Donc le répertoire contient les utilitaires EasyRSA pour construire notre autorité de certification. Pour configurer les valeurs que notre autorité de certification utilisera, nous devons éditer le fichier base, ce fichier. Donc on va l'ouvrir avec l'éditeur de texte en mode console nano. À l'intérieur, vous trouverez quelques variables qui peuvent être ajustées pour déterminer comment vos certificats seront créés. Nous avons seulement besoin de s'inquiéter de quelques-uns d'entre eux. Voilà, donc on va chercher les paramètres qui définissent les valeurs des champs par défaut pour les nouveaux certificats et on va modifier ces valeurs comme suit. Country CTN, ici, Sfax. Organisation.
adresse mail, et l'unité organisationnelle, on va mettre département informatique. C'est le même principe. Si vous vous rappelez, quand on a créé des certificats pour le protocole HTTPS, nous allons également éditer la valeur keyname. Et pour faire simple, nous l'appellerons serveur. Maintenant, on enregistre et on quitte ce fichier. Maintenant, nous pouvons utiliser les variables que nous venons de définir et les utilitaires EasyRSA pour construire notre autorité de certification. Donc, on va exporter les valeurs précédemment saisies en exécutant la commande source base. Donc, il propose d'exécuter la commande clean all. Donc, on va s'assurer que nous travaillons dans un environnement propre. Donc, point clean all. Maintenant, nous pouvons construire notre autorité de certification Racine en tapant la commande build CA. Donc, cela lance le processus de création de la clé privée et du certificat de l'autorité de certification Racine. Depuis que nous avons rempli le fichier vars, toutes les valeurs doivent être remplies automatiquement, comme vous voyez. Donc, TM. Il suffit d'appuyer simplement sur Entrée. Nous avons maintenant une autorité de certification qui peut être utilisée pour créer le reste des fichiers dont nous avons besoin. On peut par exemple mettre la commande ls. Vous voyez ici le répertoire keys, donc je vais mettre ls keys et vous voyez le certificat de l'autorité de certification Racine ainsi que la clé privée donc, qui vient d'être créée. Ensuite, nous allons générer notre certificat et la clé privée du serveur ainsi que certains fichiers supplémentaires utilisés pendant le processus de cryptage. Donc, de la même façon, comme nous avons créé une clé privée, un certificat pour l'autorité de certification Racine, on va générer le certificat de serveur OpenVPN et sa clé privée. Donc, nous pouvons le faire en tapant la commande build key server pour le serveur qu'on a nommé serveur. Encore une fois, les invites auront des valeurs par défaut basées sur l'argument que nous venons de passer, donc serveur, et le contenu de notre fichier vars que nous avons édité. Donc, on va aussi appuyer sur Entrée pour accepter ces paramètres par défaut. On va laisser ce challenge password vide. Et on va répondre par yes pour ces deux questions pour signer et valider le certificat. Ensuite, nous allons générer quelques autres éléments. Nous pouvons générer de puissantes clés diffie-Hellman à utiliser lors de l'échange de clés. La commande c'est build dh pour diffie-Hellman. Cela va prendre quelques minutes à compléter. Juste une remarque, si vous choisissez un autre nom
que le nom serveur qu'on a choisi. Vous devez ajuster certaines des instructions qu'on vient de faire. Par exemple, quand on va copier les fichiers générés dans le répertoire /etc/OpenVPN, vous devez remplacer les noms par les noms corrects. Et peut-être également, vous devez modifier le fichier /etc/OpenVPN/server.conf plus tard pour pointer vers les bons fichiers .crt et .k. Donc tout ça, si vous choisissez de modifier le nom du serveur, et si vous ne mettez pas donc le nom serveur qu'on a choisi. Maintenant, nous pouvons générer une signature HMAC pour renforcer les capacités de vérification d'intégrité TLS du serveur. Donc la commande c'est OpenVPN GNT secret TA. Ensuite, nous pouvons générer une clé privée et un certificat pour un client. Bien que cela puisse être fait sur l'ordinateur client, puis signé par l'autorité de certification serveur à des fins de sécurité. Mais sur cette vidéo, nous allons générer la clé signée sur le serveur, donc sur cette machine, par souci de simplicité. Nous allons générer une seule paire de clés pour le client dans cette vidéo, mais si vous avez plusieurs clients, vous pouvez répéter ce processus autant de fois que vous le souhaitez. Transmettez une valeur unique au script pour chaque client. Pour nous, maintenant, nous utiliserons le nom client 1 comme valeur pour notre premier certificat et clé pour le client. Pour produire des informations d'identification sans mot de passe, pour faciliter les connexions automatiques, on va utiliser la commande buildKey comme suit. Avant, on va exporter les valeurs qu'on a mis dans le fichier vars et puis buildKey client 1, le nom du premier client. On va laisser aussi les paramètres par défaut. On va laisser le challenge password vide et on va mettre yes pour ces deux questions pour signer et valider le certificat. Maintenant, nous pouvons commencer à configurer le service OpenVPN en utilisant les informations d'identification et les fichiers que nous avons générés. Pour commencer, nous devons copier les fichiers dont nous avons besoin dans le répertoire de configuration /etc/OpenVPN. Je vous rappelle qu'on a utilisé le paquet EasyRSA pour faciliter la création de l'autorité de certification, le certificat et la clé privée du serveur, ainsi que le certificat et la clé privée du client. Maintenant, on va déplacer les fichiers dont nous avons besoin dans le répertoire de configuration /etc/OpenVPN. Nous pouvons commencer avec tous les fichiers que nous venons de générer. Ceux-ci ont été placés dans le répertoire personnel de l'utilisateur, ici IZ, dans le répertoire OpenVPN-CA et sous le répertoire case au fur et à mesure de leur création. Nous devons déplacer notre certificat de l'autorité de certification, notre clé, notre certificat du serveur, la signature HMAC et le fichier défi LMAN. Donc on va se déplacer dans le fichier keys. Et puis, sudo, on a besoin des privilèges super utilisateur pour pouvoir copier dans le répertoire /etc. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté sudo.
le certificat de l'autorité de certification, le certificat du serveur, la clé privée du serveur, la signature HMAC, les clés du fileman dans le répertoire /etc/OpenVPN. Ensuite, nous devons copier et décompresser un fichier exemple, un exemple de fichier de configuration OpenVPN, dans le répertoire de configuration afin que nous puissions l'utiliser comme base pour notre installation. Donc, pour décompresser la commande, c'est gunzip. Le fichier exemple existe sous le répertoire user share doc OpenVPN examples sample config files server.conf.gz. On va mettre un tube pour sauver le résultat de cette décompression dans le fichier /etc/OpenVPN sous le nom server.conf. C'est bon. Maintenant que nos fichiers sont en place, nous pouvons modifier le fichier de configuration du serveur. Donc, sudo nano /etc/OpenVPN /server.conf. Tout d'abord, on va chercher la section HMAC en recherchant la directive TLS-auth. Voilà, et on va enlever ce point virgule pour décommenter cette ligne. Et juste après, on va ajouter une ligne key direction 0 sur le fichier de configuration du client. Par exemple, on va mettre key direction 1 puisque le fichier de configuration englobe les certificats et les clés. Donc ici, on va mettre key direction 0. Ensuite, on va chercher la section sur les chiffrements cryptographiques en recherchant les lignes commentées cipher. Voilà. AES 128 CBC offre un bon niveau de chiffrement et il est bien supporté. Donc, on va décommenter cette ligne. En dessous, on va ajouter une ligne haute pour sélectionner l'algorithme de hachage HMAC. Pour cela, SHA-256 c'est un bon choix. Donc juste en bas, on va mettre auth SHA-256. Enfin, on va chercher les paramètres user et group et décommenter ces deux lignes. Voilà, on va enlever ces deux points virgule. Les paramètres qu'on vient de modifier créeront la connexion VPN entre les deux machines, mais ne forceront aucune connexion à utiliser le tunnel. Donc, si vous souhaitez utiliser le VPN pour acheminer tout le trafic, et si vous souhaiterez envoyer les paramètres DNS aux ordinateurs clients, donc vous pouvez le faire. Il faut décommenter quelques directives qui configureront les machines clients pour rediriger tout le trafic web via le VPN. On va chercher la section Redirect Gateway.
Voilà, push, redirect gateway, def1 et ainsi de suite. Je vais enlever ce point virgule pour décommenter la ligne. Donc, j'ai dit que cela force la redirection de tout le trafic sur la machine cliente vers le tunnel VPN. Donc, c'est ce qu'on a dit dans l'introduction. Les clients doivent se connecter sur Internet en passant par notre serveur VPN. Juste en dessous, donc, on peut décommenter ces deux lignes. Cela devrait aider les clients à reconfigurer leurs paramètres DNS pour utiliser le tunnel VPN comme passerelle par défaut. Donc, les deux adresses IP que vous voyez correspondent à deux adresses de serveurs OpenDNS qui sont des serveurs DNS rapides, fiables, sécurisés. Donc, on a enlevé le point virgule pour les utiliser comme serveur DNS pour les clients. Donc, vous voyez, ici, on utilise le port 1194 et le protocole UDP. On peut changer le port et le protocole, mais on va laisser ces paramètres par défaut. Le protocole UDP fonctionne en mode non connecté. Donc, on a besoin d'une rapidité de connexion sur le tunnel, donc puisqu'il y a déjà un temps pour le chiffrement et le déchiffrement. Donc je vais utiliser le protocole UDP et le port par défaut 1194. N'oubliez pas, si vous avez choisi un nom différent du nom serveur lorsque vous avez exécuté la commande build key server, il faut modifier les lignes cert IK. Voilà. Il faut modifier ces deux noms par le nom que vous avez choisi. Mais si vous avez utilisé la valeur serveur, cela devrait déjà être défini correctement. Maintenant, on va enregistrer et quitter ce fichier. Ensuite, nous devons ajuster certains aspects de la mise en réseau du serveur afin qu'OpenVPN puisse acheminer correctement le trafic. Premièrement, nous devons autoriser le serveur à transférer le trafic. Ceci est assez essentiel à la fonctionnalité que nous voulons que notre serveur VPN fournisse, puisque les clients vont se connecter à Internet en traversant ce serveur OpenVPN. Donc, si vous vous rappelez, on a édité le fichier /etc/sysctl.conf pour activer le routage sur la machine Ubuntu 16.04 qu'on a configuré comme étant un routeur. Donc, de la même façon, on va décommenter la ligne net.ipv4.ip forward égale à 1. On va enregistrer les modifications et pour que ces modifications prennent effet, on va exécuter la commande sysctl-p. On a dit qu'on va configurer la connexion à Internet des machines clientes pour qu'il traverse ce tunnel VPN. Donc, sur ce serveur, on va ajouter une nouvelle règle iptables de type sur la table NAT, de type sur la chaîne post-routing. Donc, si vous acceptez des paquets du réseau 10.0.0 10.8.0/24, à la sortie sur cette interface NS33, appliquez le masquerade. Donc, il faut substituer les adresses IP source par l'adresse de cette interface pour pouvoir donc rediriger le trafic des machines clientes vers Internet. On va mettre alors sudo
iptables -t nat -a post routing SQL. On peut voir la politique par défaut en tapant la commande sudo iptables-p -l majuscule, donc la politique par défaut. Pour la chaîne input, forward et output, c'est accept. Notre serveur est maintenant configuré pour gérer correctement le trafic OpenVPN. Nous sommes enfin prêts à démarrer le service OpenVPN sur notre serveur. Donc, system ctl start OpenVPN at server. On peut vérifier que le serveur OpenVPN est bien lancé, donc on va mettre statut. Donc comme vous voyez, active. On peut également vérifier que l'interface Tune0 est disponible. Donc on va lancer la commande ifconfig. Ici c'est l'interface de la carte réseau filaire NS33, l'interface de loopback et l'interface créée par le serveur OpenVPN est nommée Tune0. Donc maintenant on va activer le service OpenVPN pour qu'il démarre automatiquement au démarrage de la machine. La commande c'est sudo systemctl enable OpenVPN at server. Ensuite, nous devons mettre en place un système qui nous permettra de créer facilement des fichiers de configuration pour les clients. On va créer une structure de répertoire dans notre répertoire personnel pour stocker les fichiers. Donc on va se positionner sur le répertoire de l'utilisateur iz/home/iz. Donc ce que vous voyez ici, c'est le contenu de notre répertoire personnel. Maintenant, on va créer un répertoire avec la commande mkdir client configs et files. Donc l'option -p permet de créer ces deux répertoires. Puisque les clés clients seront intégrées au fichier de configuration de nos clients, nous devrions verrouiller les permissions sur notre répertoire interne avec la commande chmod 700, donc 7 pour attribuer tous les droits d'accès pour l'utilisateur IZ. Ensuite, copions un exemple de configuration client dans notre répertoire pour l'utiliser comme configuration de base. C'est ce qu'on a fait pour le fichier de configuration du serveur. Donc de la même façon, on va copier le fichier qui existe sous le répertoire user share doc OpenVPN
examples sample config file client.conf sous le répertoire qu'on vient de créer, donc client config, et on va nommer le fichier de configuration base.conf. Donc c'est un fichier exemple sur lequel on va travailler, on va apporter des modifications. Pour le faire, on va éditer ce fichier avec la commande nano. Donc à l'intérieur, on doit faire quelques ajustements. D'abord, on va localiser la directive remote. On va modifier le nom de domaine par le nom de domaine que nous avons eu auprès du service DNS dynamique. On a parlé de tout ça sur la première vidéo. Cela pointe les clients vers notre adresse publique attribuée par notre fournisseur d'accès à Internet. Fait dans les vidéos précédentes, il faut alors ajouter un mappage de port sur le routeur ADSL pour rediriger le trafic arrivant sur l'adresse publique du routeur ADSL sur le port 1194 vers l'adresse 192.168.1.100 sur le même port, et puis sur le routeur on va rediriger ce trafic vers le serveur OpenVPN interne. On va s'assurer que le protocole utilisé par les clients c'est le protocole UDP, c'est bon. On va décommenter les directives user et group. Donc par supprimer ces deux points virgule. On va trouver aussi les directives qui fixent l'autorité de certification à racine, le certificat et la clé privée. Donc on va commenter ces directives car on va les ajouter dans le fichier de configuration des clients lui-même. Vous allez voir par la suite, on va créer un script shell qui va intégrer ces fichiers dans ce fichier de configuration. C'est pour ça qu'on a commenté ces trois lignes. Mettons les paramètres cipher et auth que nous définissons dans le fichier /etc/openvpn/server.conf. Cipher. AES 128 CDC et auth SHA 256. Ensuite, on va ajouter la directive kdirection quelque part dans le fichier. Donc, ça pourrait être ici. On va mettre la valeur 1. Enfin, on va ajouter quelques lignes commentées. Nous voulons les inclure avec chaque configuration client, mais nous devrions les activer que pour les clients Linux livrés avec un fichier /etc/openvpn/update resolve-conf. Donc ce script utilise l'utilitaire resolve-conf pour mettre à jour les informations DNS pour les clients Linux. Donc pour faire court, je vais ajouter 3 lignes mais commentées. Script security 2 /etc/openvpn/update resolve conf et non. Voilà, donc dans le cas où le client
s'exécute sur une machine Linux. Et si cette machine supporte donc le fichier update resolve conf, dans ce cas, on va décommenter ces 3 lignes. Pour le moment, on va les laisser avec les dièses, donc commenter, et on va enregistrer et quitter ce fichier. Ensuite, nous allons créer, on a dit, un script simple pour compiler notre configuration de base avec le certificat, la clé et les fichiers de chiffrement appropriés. Cela placera la configuration générée dans le répertoire client config files. Donc, on va créer un fichier qu'on va appeler makeconfig.sh dans le répertoire client config. On va utiliser un éditeur de texte en mode graphique, gedit. makeconfig.sh. Donc je vais faire copier-coller pour le script et je vais mettre au-dessus de la vidéo ce fichier pour que vous puissiez le copier vous aussi. C'est bon, je vais enregistrer les modifications. Donc le contenu de ce script, ce sont des commandes simples à comprendre. Base config, c'est notre fichier de configuration pour les clients. On va ajouter la balise CIA et puis le certificat de l'autorité de certification. Ensuite, le paramètre ajouté en lançant ce script. On va mettre client 1, donc ça serait le certificat du client 1, la clé privée du client 1 et le fichier tia.k. Donc tout ça va être ajouté à un fichier qu'on va nommer client 1.ovpn sous le répertoire output dir, donc dans le répertoire files. On va marquer le fichier en tant qu'exécutable. La commande c'est chmod 700 client config et notre script. Maintenant, nous pouvons facilement générer des fichiers de configuration pour le client. Si vous vous rappelez, nous avons créé un certificat client et une clé appelée client1.crt et client1.k, respectivement en exécutant la commande build-key client1. Nous pouvons générer une configuration pour ces informations d'identification en accédant à notre répertoire client config et en utilisant le script que nous venons de créer. Donc, je vais me positionner avant tout dans le répertoire OpenVPN-CA sous le répertoire client config et je vais exécuter le script makeconfig.sh et je vais mettre en paramètre le nom du client, client 1. Voilà, si tout s'est passé correctement, nous devons avoir un fichier client1.ovpn, on a dit dans le répertoire files. Donc je vais afficher le contenu de ce répertoire. Et comme vous voyez, donc le fichier de configuration du client 1 existe sous ce répertoire. Je peux aussi jeter un coup d'œil sur ce fichier. Donc, comme on a dit, le fichier de configuration de base pour les clients, sur lequel il a ajouté le certificat de l'autorité de certification Racine, donc notre script makeconfig.sh, c'est lui qui a ajouté toutes ces informations, et puis la clé privée, ok.
Voilà. Et enfin, la clé TA.key. Donc c'est bon. Le fichier de configuration pour le client 1 est prêt. Nous devons transférer ce fichier de configuration vers l'appareil concerné, donc vers l'appareil sur lequel le client veut se connecter. Par exemple, cela pourrait être un ordinateur local ou bien un smartphone. Bien que les applications exactes utilisées pour effectuer ce transfert dépendent de votre choix et du système d'exploitation de l'appareil, ça pourrait être par exemple SFTP pour Secure FTP ou SCP Secure Copy. Dans notre cas, et pour faire simple, on va utiliser un flash disk pour copier le fichier de cette machine vers la machine cliente. Donc c'est bon. Donc sous le répertoire personnel, client config files, je vais copier le fichier client1.ovpn sur le flash disk. Maintenant, je vais déconnecter le flash disk de cette machine virtuelle. On a ici choisi d'utiliser une machine Ubuntu 16.04 comme étant un client VPN. On va connecter le flash disk sur cette machine virtuelle. Et on va copier le fichier de configuration du client dans le répertoire personnel. Ensuite, on va déconnecter et retirer le flash disk. Tout va bien. Sur la machine client, on va installer aussi le paquet OpenVPN. OpenVPN existe déjà sur cette machine. C'est bon. On a dit que si la distribution qu'on va utiliser pour le client est une machine Linux et si elle inclut le script update-resolve.conf, on va décommenter les trois lignes dans le fichier de configuration client. Donc pour s'assurer, on va mettre ls/etc/openvpn. Le fichier update-resolve.conf existe et donc on va mettre nano client1.ovpn qui existe sous le répertoire personnel, donc sous le titre, c'est bon. On va décommenter les trois lignes. Ces trois lignes. On va enregistrer et quitter ce fichier. Il reste à ajouter un mappage de port donc, sur le routeur ADSL. Donc, si vous acceptez des requêtes utilisant le protocole UDP sur le port 1194, il faut les rediriger vers la machine 192.168.1.100 sur le même port. Et sur le routeur, on va ajouter une redirection vers notre serveur OpenVPN interne. Donc, comme vous voyez, sur le routeur ADSL, on a mis un mappage de port. Donc, les requêtes utilisant le protocole UDP port 1194 doivent être redirigées vers 192.168.1.100 sur le même port. Sur le routeur,
on va ajouter une redirection vers le serveur OpenVPN et ensuite autoriser le forwarding vers le serveur OpenVPN. Donc, premièrement, on va mettre sudo iptables.tnat.a pre-routing cette fois. Avant d'effectuer le routage, si vous avez des paquets à destination 192.168.1.100, on entre sur l'interface ENS39 en utilisant le protocole UDP, le port de destination 1194, effectuer un NAT de destination vers la destination, la machine 192.168.10.3, l'adresse du serveur OpenVPN, sur le port 1194. Que la politique par défaut sur le routeur c'est bloquer tout trafic, donc on doit ajouter une ligne pour ce transfert, donc pour autoriser ces paquets qui vont traverser le routeur. Donc sudo iptables word IENS39, la destination 192.168.10.3 en utilisant le protocole UDP et le port de destination 1194. Ces paquets doivent être acceptés. Il reste un petit détail, c'est autoriser les connexions vers les deux serveurs DNS utilisés par le client. Donc, je vous rappelle que dans le fichier de configuration des clients, on a mis deux serveurs DNS d'adresse 208.67.222.222 et 208.67.220.220. Donc, pour que ces deux serveurs soient accessibles par les clients, je dois aussi autoriser ce type de trafic sur le routeur. Sudo iptables -a forward. La source c'est 192.168.10.0/24, quelle que soit la source, une machine du réseau local, à destination 208.67.222.222 vers l'interface ENS39 utilisant le protocole UDP, port de destination le port DNS 53, donc accepte. Aussi pour la deuxième adresse du serveur DNS 220 et 220. Donc, comme nous avons dit, toutes les connexions à Internet effectuées par le client vont passer obligatoirement par le tunnel VPN. Donc, ils vont arriver à cette machine. Et puis, à la sortie sur cette interface, on a appliqué le masquerade. Donc, les adresses IP source vont être modifiées et remplacées par l'adresse de cette interface, qui est 192.168.10.3. Donc, on a autorisé tout trafic provenant de ce réseau-là ou bien de cette adresse sur le routeur à destination les deux serveurs DNS
Konami, donc sur le port 53. Maintenant, vous pouvez vous connecter au VPN en pointant simplement la commande OpenVPN sur le fichier de configuration du client. Donc, sur le client, mais avant, je peux enregistrer les règles de filtrage qu'on vient d'ajouter par la commande netfilter persistent save. Ces règles vont être ajoutées au fichier /etc/iptable/rules.v4. On a vu ça sur les vidéos précédentes. Donc, on a dit sur le client maintenant. On peut tester la connexion vers le serveur OpenVPN ou bien par la commande OpenVPN ou bien en utilisant le mode graphique. Edit Connections, Add. Je vais ajouter une nouvelle connexion Import Saved VPN Configuration. Nous avons une configuration enregistrée pour les clients. Donc le fichier existe sur le répertoire personnel. Il se nomme client1.ovpn. Donc comme vous voyez, le certificat, le type de l'authentification, c'est un certificat qui utilise le protocole TLS. Ici le nom de domaine pour arriver à mon routeur ADSL. Et il a donc pu extraire les clés qui existent dans le fichier de configuration. Je vais mettre Save. Et puis, je vais donc cliquer sur cette nouvelle connexion. VPN connection has been successfully established. C'est bon. Donc, vous voyez que il a ajouté le cadenas ici sur l'icône de la connexion. Donc, normalement, c'est bon. Je me suis connecté à mon serveur OpenVPN. Je vais mettre ifconfig. Donc, une nouvelle connexion T0 s'est ajoutée d'adresse 110.8.06. Je vais essayer de pinguer vers l'adresse 10.8.0.1. Ça marche. Donc, c'est l'adresse de l'autre côté sur le serveur VPN, OpenVPN. Je vais pinguer l'adresse par exemple 192.168.10.3, l'adresse du serveur, c'est bon. La passerelle par défaut, ça marche. L'adresse du routeur ADSL. Donc comme vous voyez, maintenant, comme si je suis connecté au réseau LAN de l'entreprise, je peux faire donc tout ce que je veux. Mais n'oubliez pas que cette machine existe sur Internet. Donc physiquement, elle n'est pas connectée au réseau LAN. Par exemple, si je vais mettre l'adresse du routeur ADSL sur le navigateur, ici je vais mettre 192.168.1.1 et ça marche. Donc je me connecte à l'interface web de mon routeur ADSL. Pourtant, je ne suis pas connecté physiquement au réseau LAN. De la même façon, si j'ai un serveur web de type intranet ou un serveur FTP interne à l'entreprise, donc je peux accéder facilement. Je vais lancer une capture avec le logiciel de capture de paquets Wireshark en arrière-plan. Je vais lancer la capture sur l'interface ENS33. Je vais par exemple mettre un ping vers la machine www.google.com. Je vais pinguer 192.168.10.1 par exemple.
C'est bon, donc l'objectif c'est de se connecter à Internet et faire au fur et à mesure la capture avec Wireshark. Je vais arrêter la capture. Donc comme vous voyez, le protocole utilisé c'est OpenVPN et il n'y en a que deux intervenants. 192.168.1.5 c'est l'adresse de cette machine, la machine client, et l'adresse IP publique du routeur ADSL. Donc le tunnel est créé, tous les paquets sont encapsulés par les adresses ou bien de la machine cliente ou bien de l'adresse IP publique du routeur ADSL. Si je veux examiner le trafic routé sur le tunnel, donc j'effectue la capture sur l'interface TUN 0. Si vous voulez vous connecter à notre serveur OpenVPN depuis un smartphone qui utilise le système Android par exemple, vous devez installer par exemple l'application Android OpenVPN Connect. C'est l'application officielle pour un client OpenVPN. Donc le point OVPN profil peut être transféré en connectant l'appareil Android à l'ordinateur par câble USB et en copiant le fichier. Sinon, on peut utiliser un lecteur de carte mémoire. On peut donc retirer la carte de l'appareil, copier le profil sur celui-ci, puis réinsérer la carte dans le smartphone. Après avoir lancé l'application OpenVPN Connect, on peut appuyer sur le menu pour importer le profil. Ensuite, on doit accéder à l'emplacement du fichier de configuration du client. Donc, comme vous voyez ici, l'emplacement c'est sous SD card download, le fichier client.ovpn. Pour vous connecter, appuyez simplement sur le bouton Connect. Donc, il vous sera demandé si vous faites confiance à l'application OpenVPN. Choisissez OK pour lancer la connexion. Pour vous déconnecter du serveur VPN, donc revenez à l'application et choisissez de déconnecter. Aujourd'hui, nous avons accédé à notre serveur, à notre réseau local depuis une machine située sur Internet en créant un tunnel VPN. Tout le trafic échangé est chiffré, ce qui permet de traverser des réseaux publics en toute sécurité. La connexion à Internet configurée sur le client traverse ce tunnel sécurisé, ce qui permet de cacher l'identité et la position du client, ainsi que protéger le trafic des censures liées aux restrictions géographiques. Puisque je me connecte à Internet en utilisant le tunnel VPN, donc je vais utiliser la connexion à Internet utilisée par le réseau LAN pour connecter les clients. Autrement dire, si par exemple sur le client VPN je lance une recherche sur mon adresse IP publique, je vais trouver que je me suis connecté avec la connexion offerte aux clients du réseau LAN et non pas avec la connexion à Internet par défaut utilisée par les clients. C'est l'intérêt du serveur OpenVPN, donc sécuriser les échanges entre le client et le serveur LAN et pourquoi pas aussi traverser des réseaux qui peuvent être non sécurisés par un tunnel VPN et bénéficier de la connexion à Internet configurée sur le réseau LAN. Merci pour votre attention.